Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info dans laquelle nous parlerons bien évidemment de la fête nationale monégasque. À J-2 de la fête du Prince, nous recevrons le contrôleur général de la Sûreté publique, Richard Marangoni, avec qui nous parlerons des 120 ans de la Sûreté publique, institution qui sera à l'honneur samedi sur le Rocher. Puis nous tenterons de définir l'identité monégasque, celle que l'on célèbre notamment chaque année, un 19 novembre. Dominique Chagnolot de Sabouré sera avec nous pour nous éclairer à ce sujet. Dans ce journal, nous évoquerons également la prochaine rencontre de la Roca Team en Euroleague. Le club de la Principauté reçoit les Espagnols de Baskonia demain à la salle Gaston Médecin. Et enfin, nous nous rendrons à l'école 42 de Nice où les acteurs du numérique de Monaco sont intervenus pour présenter leur projet aux élèves de cette école d'informatique. Elle s'appelait la direction de la police lors de sa création en 1902. Vous la connaissez aujourd'hui sous le nom de direction de la sûreté publique. Cette année 2022 marque le 120e anniversaire de la création de cette institution. Plusieurs temps forts ont marqué cette commémoration. Le point d'orgue aura lieu ce samedi 19 novembre sur le Rocher. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir Émilie. Cette fête nationale est un moment particulier pour tous. Elle le sera encore plus pour la sûreté publique. Tout à fait. La fête nationale est toujours un événement très important puisque c'est l'occasion pour la sûreté publique de rendre hommage au prince souverain et à l'ensemble de sa famille. Et cette année, dans le cadre des 120 ans de la sûreté publique, ça sera encore un moment plus émouvant pour nous. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fête nationale, pour la sûreté publique ? Ça représente un moment fort parce que bien sûr nous défilons sur la place du Palais et nos jeunes recrues qui vont défiler, c'est pour elles un moment très important parce qu'elles vont pouvoir, au nom de la sûreté publique, rendre hommage au souverain et à toute sa famille. Vous le rappeliez, cette année 2022 marque les 120 ans de la création de la direction de la sûreté publique, une direction créée par le prince Albert Ier. Qu'est-ce que symbolise cet anniversaire pour vous ? Alors, c'est très important parce que le prince Albert Ier a créé la sûreté publique en 1902. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir intégrer cette année le comité commémorant le centenaire de sa disparition. Et à ce titre, nous avons pu organiser plusieurs événements, que ce soit la Saint-Georges, qui est notre saint protecteur le 23 avril. Au mois de juillet, nous avons pu, au musée océanographique, organiser une grande manifestation présidée par le prince souverain et avec notre marraine Charlotte Casiraghi pour présenter à la population les réalisations que nous avons pu effectuer. Et le point d'orgue sera la fête nationale le 19 novembre sur la place du Palais. Oui, comme vous le soulignez, la sûreté publique sera grandement mise à l'honneur samedi sur le Rocher. Absolument. Alors je peux d'ores et déjà vous dire qu'effectivement nous serons très honorés puisque le souverain mettra en exergue la sûreté publique et nous décorera le corps de l'ordre de Saint-Charles. Et donc le fanion sera décoré sur la place du Palais par son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. Et c'est un immense honneur pour nous. Et après, il y aura une deuxième surprise. Mais alors, je ne dévoilerai pas beaucoup plus sur cette deuxième surprise. Il faudra se rendre sur la place du Palais. Je vous donne néanmoins un indice, il faudra bien suivre le défilé de nos véhicules. Oui, car comme chaque année, la sûreté publique défilera aux côtés de la force publique, comme le veut la tradition avec le défilé militaire sur la place du Palais. Absolument, notamment nos motards, nos véhicules, mais cette année, je vous le répète, il y aura un petit plus concernant les véhicules. Mais je n'en dirai pas plus. Il faudra donc bien être attentif samedi 19 novembre sur la place du Palais, mais également sur Monaco Info, puisque les festivités de la fête nationale seront à suivre en direct sur notre antenne. Merci infiniment, Richard Marangoni, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée, au revoir. Et vous le savez, cette fête nationale monégasque est le reflet de plusieurs traditions qui ont notamment lieu en amont de ce 19 novembre, à l'image de la remise de médailles et de distinctions. Illustration ce soir avec les médailles d'honneur du centre hospitalier Princesse Grace. En préambule, le ministre d'État a salué les récipiendaires et l'excellence des soins au CHPG. Il a rendu également hommage à celles et ceux qui ont été en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Aides-soignantes, infirmières, techniciens hospitaliers se sont succédés pour recevoir leurs insignes des mains de Pierre Dartout, comme vous pouvez le voir actuellement sur ces images.
J-2 donc avant la fête nationale qui, comme vous l'aurez compris, sera ponctuée par plusieurs hommages en cette année de commémoration. Cette fête du prince est un événement qui remonte au règne du prince Charles III, époque durant laquelle la principauté devient un État moderne. Comme dans chaque pays, la fête nationale est l'occasion pour la population de célébrer son identité et ses traditions. Justement, parlons-en avec notre prochain invité. Il est professeur de droit constitutionnel, politologue et écrivain. Bonsoir Dominique Chagnolot de Sabouret. Bonsoir. Ce 19 novembre 2022 s'inscrira dans les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Sous son règne, la fête du prince était célébrée un 15 novembre. Oui, tout à fait, tout à fait. Et la fête nationale est un événement évidemment très important. C'est vrai dans tous les pays, particulièrement à Monaco, parce qu'il y a une population qui est quand même très restreinte, sur un territoire dont on dit qu'il est très petit, ce qui est vrai, et ça renforce l'identité nationale. Donc de ce point de vue-là, la fête nationale est un événement très important, qui rappelle toujours le lien qu'ont les Monégasques avec leur prince. Oui, on reviendra dans quelques instants sur l'identité monégasque, mais comment le prince Albert Ier a-t-il marqué son siècle ? Vous savez, c'est un personnage objectivement, d'ailleurs tout le monde le dit, les historiens, les géographes, qui est multicarte, si je puis dire, multifacette, c'est-à-dire, alors bien sûr sur le plan juridique, ce qui m'intéresse, il a créé la Constitution de 1911, qui était un événement relativement, enfin très important pour l'époque, mais c'est aussi un explorateur, c'est aussi un faiseur de paix, un diplomate, c'est un homme assez exceptionnel, qui a une influence en son siècle très importante par rapport à la dimension politique qu'il pouvait représenter. Alors on dit souvent que la fête du prince rassemble les monégasques pour montrer leur attachement au souverain et à la famille princière, mais aussi célébrer leur identité. Selon vous, qu'est-ce que l'identité monégasque ? Alors moi, ma thèse depuis longtemps, et je suis pas le seul, mais enfin toute ma identité monégasque est très forte. Alors évidemment une identité constitutionnelle, parce que c'est un régime qui est démocratique mais qui n'est pas parlementaire, ce qui est assez rare en Europe, mais surtout une entité culturelle, linguistique, qui fait que au fond, Monaco, quand on connaît un peu cette principauté, on s'aperçoit que tout le monde se connaît. Toutes les familles se connaissent un petit peu, sont liées historiquement par le sang ou par les liens tout simplement familiaux. Et donc, il y a une communauté monégasque qui est assez rare au monde, qui existe peut-être dans d'autres pays, mais c'est assez rare de voir une cohésion nationale de cette nature. Oui, et aussi symbole de cette identité monégasque, c'est l'hymne qui fait référence aux traditions, à la religion, à la défense de cette identité. Tout à fait. Alors, il y a une autre, bien sûr, l'hymne monégasque est assez singulier de ce point de vue-là, qui explique qu'au fond, malgré les désaccords qu'il peut y avoir, il y a toujours une utilité à être unis et à être soudés. Et puis, il y a une identité catholique aussi. La Monaco est une religion d'État, mais ça n'empêche pas la liberté des autres religions, mais une religion catholique. Et l'identité catholique, ça fait partie de l'identité culturelle, comme la langue qui est beaucoup moins pratiquée qu'avant, mais qui est pratiquée tout de même à l'école, un peu au lycée. Donc tout ça forme une identité monégasque, c'est original. Et cette identité s'est construite avec le temps sous le règne des différents princes de Monaco. Malgré toutes les difficultés qu'a traversé la principauté, parce que tu sais qu'il y en a eu, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, il y a quelques temps, mais aussi la perte de Menton qui a été considérable, les changements de souverain, tout ça fait qu'aujourd'hui, Monaco demeure un État important, un État souverain lié avec la France, mais un État qui rayonne dans le monde entier, et ce qui est assez étonnant. Moi, je vois, quand j'étais au Conseil de l'Europe, ou quand je me promène dans les réunions internationales, ce qui m'est arrivé, on me disait toujours, mais c'est incroyable, Monaco, c'est tout petit, etc. Et il y a une identité et une puissance, en tout cas un rayonnement, même à l'ONU, qui est quand même assez original. On ne peut pas dire le contraire, je crois, difficilement le contraire. Alors l'identité monégasque, vous l'évoquez dans votre livre « La principauté de Monaco, histoire, identité, pouvoir », deuxième édition parue chez LGDJ, mais pas seulement, Dominique Chagnolot de Sabouret. Vous évoquez également la justice, par exemple. Oui, la justice, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a une justice qui est totalement séparée du pouvoir politique, ce qui pourrait faire rêver certaines démocraties, avec une composition notamment des instances et du tribunal suprême, qui est un peu la haute cour de Monaco, qui est composée de professeurs, d'avocats honoraires, etc. On rêve en France d'avoir un conseil constitutionnel qui serait composé de professionnels du droit, vous voyez, par exemple. Donc, tout ça fonctionne assez bien. Il y a de temps en temps des difficultés, comme dans toutes les démocraties, dans tous les pays. Mais finalement, je dirais que Monaco retombe toujours sur ses pieds. Et ça marche pourquoi? Parce qu'il y a une adhésion très forte des Monégasques au régime et au prince. S'il n'y avait pas cette adhésion de la population,
tout partirait à volo. Hein. C'est ce ciment, je dirais, national qui fait que ça tient. C'est vrai dans beaucoup de pays, et à l'inverse, dans beaucoup de pays où le délitement des institutions, le délitement du pays tient tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de cohésion nationale. Oui, on en revient à ce sentiment d'appartenance, de famille. Hein. Ne serait-ce que sur le plan politique. On ne comprend rien à l'activité, à la vie politique à Monaco, où il n'y a pas de parti, enfin, il n'y a pas de clivage politique comme d'autres pays, si on ne voit pas que beaucoup d'élus sont issus de familles, de vieilles familles monégasques, d'autres plus récentes. Tout le monde se connaît, tout le monde s'estime. Alors, les conflits sont quand même beaucoup moins violents, si vous voulez, quand on est dans une même famille au sens large, que dans des pays où il y a des affrontements de partis, où toute personne ne se connaît plus. Et donc, dans l'ensemble, ça se résout aussi par une prospérité économique qui est quand même assez notable. Hein. Je veux dire, quel pays pourrait bénéficier d'une prospérité ou qui en bénéficie aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Peut-être la Suisse et encore. Donc, c'est un mélange assez réussi, d'une forme de gouvernement assez originale, d'une justice relativement apaisée, d'une économie assez prospère. Bon, beaucoup de gens rêveraient d'être monégasques. Hein. Et c'est donc en famille que les monégasques célébreront ensemble la fête nationale monégasque ce 19 novembre. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci, à bientôt. Restons dans les traditions avec une nouvelle remise de médailles, celle de l'éducation physique et des sports qui s'est déroulée aujourd'hui au Stade Louis II. La princesse Charlène y a reçu l'insigne de vermeil des mains de son époux, le prince Albert II. L'engagement d'autres sportifs, entraîneurs ou bénévoles ont également été salués. Nous y reviendrons plus en longueur dans notre édition de demain. Parmi les récipiendaires, on pouvait retrouver Nicolas Chatailly, le président de l'AS Monaco Basket Amateur, et Sacha Obradovic, l'entraîneur de la Roca Team. Et la transition est toute trouvée pour aborder le prochain match à la salle Gaston Médecin après une semaine de repos. Le club de la Principauté remonte en selle demain. Il reçoit le club espagnol de Baskonia en Euroleague. Les Monégasques, qui restent sur 2 défaites sur leurs 2 derniers matchs, cherchent avant tout à retrouver le plaisir de la victoire. Plus de détails avec Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Une semaine de repos pour des joueurs qui ont l'habitude d'enchaîner les matchs, c'est parfois beaucoup trop. Et surtout, après 2 défaites où la Roca Team n'a pas été à son niveau. C'est mieux d'enchaîner parce que tu as le temps d'y penser pendant une semaine. C'était même moi le premier ce week-end à penser au match que j'ai fait, ce que je dois apporter plus pour l'équipe pour essayer de gagner des matchs comme ça. Et je pense que c'est une longue semaine, on en avait besoin. Ce vendredi, c'est la meilleure attaque d'Euroleague qui vient rendre visite aux Monégasques. Emmenés par le duo derrière Marcus Howard et Darius Thompson, respectivement 5e meilleur scoreur et 4e meilleur passeur de la ligue, Baskonia est une des très belles surprises de ce début de saison avec un jeu flamboyant. The goal is to shut some of those guys down, and they're definitely really good offensive team, and our goal is to limit some of those offensive touches that they get. So we're going to try to do our best on defense and try to limit a lot of their stuff. Les Basques ont certes la meilleure attaque, mais ils ont aussi la pire défense d'Euroleague. Côté Roca Team, il va être important de ne pas répéter les mêmes erreurs commises face à Valence et surtout bien faire bouger la balle pour trouver une adresse longue distance qui fuit les Monégasques depuis le début de saison. On a travaillé, c'est vrai qu'à des moments, c'est vrai que des fois, ce match-là, on aurait pu quand même le gagner, même en étant maladroit à 3 points. On a gagné beaucoup de matchs en étant maladroit. C'est plus se focaliser sur la défense que sur l'attaque. Et sur les 2 derniers matchs, on s'est fait un peu moins plaisir. Je pense que ça se voit et je pense que les gens l'ont vu. Hein. On s'est fait moins plaisir à nous de retrouver cette envie de jouer ensemble. Retrouver du plaisir, voilà le maître mot des Roca Boys pour ce match face à Baskonia. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce vendredi à 19 h. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement princier a annoncé hier les mesures mises en place par l'État pour maîtriser la consommation énergétique en principauté, mais aussi réduire l'impact de la facture énergétique. Et vous, comment avez-vous accueilli ces mesures? Eh bien, Vanessa Dessy est allée à votre rencontre pour le savoir. Je trouve que c'est d'être solidaire comme ça, des États entre eux, c'est pas mal, notamment sur les décisions de manière plus générale. Ça montre une certaine implication entre les États. C'est sûr que c'est très important de faire des réductions d'économie d'électricité. Et je confie que Monaco, son Monaco résident, toujours il prend des bonnes idées, des bonnes initiatives. Pour la santé d'abord, l'hiver il fait très froid. Donc je pense qu'il faut l'électricité pour tout le monde. Voilà.
Mais c'est très bien, en fait. En tout cas, il faut s'y mettre, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est super, c'est une bonne initiative. Ça forcément bien. Je pense qu'après, c'est vrai qu'il y a des bâtiments publics ou des choses comme ça qui peuvent être sûrement éteints la nuit, qui ne servent à rien. À mon avis, c'est bien. Après, qu'on puisse garder l'énergie pour la journée et aussi pouvoir chauffer les gens, oui, ça me paraît une bonne décision. Oui. Oui, les commerces qui sont d'ailleurs invités à éteindre leurs enseignes dès 23 h pour participer à cette sobriété énergétique. Retrouvez toutes les mesures annoncées hier à ce sujet sur le site officiel du gouvernement. Dans un tout autre domaine, des acteurs du numérique de la Principauté étaient les invités de l'école 42 hier à Nice. L'opportunité pour les élèves de cette école d'informatique de découvrir les projets menés sur la Côte d'Azur et à Monaco, et ce en lien avec leur formation. Le reportage sur place de Yannick de Bever et Sylvain Péroumal. Monaco, principal acteur du numérique sur la Côte d'Azur. C'est ainsi qu'a été présentée la Principauté aux étudiants de l'école d'informatique 40 de Nice. Parti du constat que ces élèves ne connaissaient pas forcément le tissu économique tech de la région sud, 40 de Nice a mis en place un cycle de conférences Tech Talk and the City pour faire connaître les acteurs du numérique sur la Côte d'Azur. Et ce premier épisode était consacré à Monaco. Il y a une certaine image de la Principauté qui existe, qu'on revendique, mais aussi c'est montrer les savoir-faire techniques, technologiques, les secteurs d'activité de la Principauté, les entreprises technologiques qui travaillent sur le numérique, dans le secteur du numérique en Principauté, et faire savoir effectivement ce qu'est l'économie de la Principauté. Ça nous permet de voir à peu près tous les domaines de l'informatique qu'on peut y avoir à Monaco. Si moi, plus tard, par exemple, je voudrais travailler là-bas ou trouver un stage ou me spécialiser tout simplement et intégrer un de ces domaines. L'école 42 est une référence en France. Élue meilleure école d'informatique en 2020, elle a ouvert un nouveau campus à Nice en 2021. Le développement du numérique ne cesse de s'accroître en Principauté et pour cette raison, elle est de plus en plus attrayante pour les jeunes diplômés. Aujourd'hui, le numérique est vraiment partout. Le dispositif Extended Monaco a été mis en place justement pour donner cette image du numérique dans tous les niveaux de la société à Monaco, que ce soit le domaine de l'éducation, de la santé, le soutien aux entreprises. Le fonds bleu qui a été mis en place par le gouvernement monégasque s'appuie sur Extended Monaco. Tout ça, c'est une chaîne du numérique qui est valorisée en Principauté, qu'il faut faire connaître et pour lesquels on recherche aussi des talents et faire savoir que la Principauté, pour des étudiants de 40 de Nice, peut être un point sur lequel ils peuvent venir travailler. Après la présentation d'entreprises, de projets et autres chiffres clés de l'économie digitale, les élèves ont pu échanger avec les intervenants pour rendre encore un peu plus concrète leur formation. Un mot à présent sur cette séance de dédicace à la librairie L'Alphabet rue de Millau. Frédéric Pichon y présentait son dernier polar, Errance assassine d'un blanc gâché, paru chez Yellow, une maison d'édition basée à Monaco. Si vous êtes au collège Charles III, le visage de Frédéric Pichon vous dit peut-être quelque chose puisqu'il y dispense des ateliers d'écriture pour permettre aux élèves d'écrire un livre collectif. L'ouvrage est disponible dans toutes les bonnes librairies. Lundi prochain débutera la semaine européenne de réduction des déchets. La Principauté se mobilise une nouvelle fois pour cette édition qui aura pour thème les textiles circulaires et durables. Plusieurs temps forts ponctueront cette semaine. Sachez que la direction de l'environnement lance une collecte de sous-vêtements propres afin qu'ils soient réutilisés selon l'état ou transformés ou bien recyclés. Un conteneur a été installé dans la galerie commerciale de Fontvieille. L'objectif est de sensibiliser à l'impact environnemental causé notamment par le phénomène de fast fashion. Intéressons-nous à présent aux prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Ce vendredi, une douce journée est prévue en Principauté avec un bel ensoleillement. Il fera 10 degrés au petit matin et le thermomètre montera jusqu'à 16 dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h26 pour se coucher à 17h04. Enfin, en ce vendredi 18 novembre, nous célébrons la Sainte Aude. Et espérons que cette tendance se confirme samedi. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec l'événement de la semaine que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne à partir de 9h25. Je parlais bien évidemment de la fête nationale monégasque. Michael Alési vous partage ses clichés pris ce matin lors des répétitions de l'orchestre des Carabiniers du Prince sur la place du Palais. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info.